Nous sommes en guerre. L'idée, c'est de marier la science et la culture. Bonsoir à tous. Bienvenue, cher public, à notre jeu débat. S'interroger sur le sens, je pense que c'est assez essentiel. Je crois que c'est une question importante, effectivement. Comment imaginez-vous le monde de demain ? Mais si on imagine autre chose? Le monde, par défaut, va pas forcément dans la bonne direction. Il faut accepter de sortir de ce qu'on sait. On va revenir un petit peu sur tout ça. Et tout cela se fera bien sûr avec un souci de rigueur, de scientificité et d'originalité. Bienvenue à la 5e édition du Festival des idées Paris qui, cette année, explore les nouvelles normalités. Je suis Raphaël Kostambé-Kamzinski, le directeur du festival. Le Festival des idées Paris est porté par l'Alliance Sorbonne-Paris-Cité, une alliance qui regroupe l'Université de Paris, l'Université Sorbonne-Paris-Nord, Sciences Po, l'INALCO, l'École nationale supérieure d'architecture Val-de-Seine et l'Institut national d'études démographiques. Chaque année, le festival met en lumière un enjeu sociétal majeur, en invitant des chercheuses et chercheurs de l'ensemble des disciplines scientifiques à se rencontrer, à dialoguer et à échanger avec vous, notre cher public. Notre engagement n'est pas de simplifier le discours scientifique, mais de révéler la complexité des sujets qui nous touchent pour pouvoir les étudier sous tous leurs angles. Cette année, le thème des nouvelles normalités s'est imposé à nous. La crise sanitaire a bouleversé notre quotidien. Mais cette problématique ne se limite pas à la question de la pandémie. La lutte contre le racisme, le féminisme, la migration sont tant de sujets qui tendent à faire émerger de nouvelles normalités. La normalité est en construction permanente. Elle est nécessairement mouvante et plurielle. Ce sont ces questions que nous explorons cette année, et tout cela se fera avec rigueur, avec scientificité et avec originalité. Nous sommes à la moitié de notre 5e édition du festival, déjà. Déjà la moitié et déjà 5 ans. Je souhaite prendre un moment pour quelques remerciements. Tout d'abord, à tous nos intervenantes et intervenants, animateurs et animatrices. Nous avons dû imposer une certaine gymnastique logistique. Merci pour votre patience. Une pensée également pour les lieux partenaires de notre festival qui n'ont pas pu nous accueillir cette année. La possibilité d'échanger autour d'un verre en fin de soirée à la Bellevilloise nous manquera. Il est coutumier de remercier l'équipe qui a œuvré à la réalisation d'un tel événement comme un festival à la fin des manifestations. Quand il est possible de constater que tout a fonctionné à peu près correctement. Mais comme nous le savons, cette année est une année bien particulière, une année où de nouvelles normalités s'imposent. Je tiens donc à remercier l'équipe dès à présent, car organiser un événement comme le Festival des idées Paris en plein confinement, ne sachant pas, il y a encore une semaine, comment tout cela allait se réaliser, il y a de quoi perdre ses cheveux. Et j'en sais quelque chose. Merci donc à Ève, Marco, Manon, Lassène, Virginie, Emeline, Samia et bien sûr Thomas, qui est à mes côtés depuis la toute première édition du festival. Il arrive toujours un moment dans l'organisation du festival où nous avons à penser aux personnes qui donneront ces conférences clés, qui sont celles de l'ouverture et de la clôture. La première étape, et c'est une étape importante, est celle où nous rêvons. Et si on invitait... Mais même au bout de 5 ans, on a du mal à oser. Pourtant, parfois, quand on ose, la vie nous sourit. Quelle immense joie alors pour nous quand Laurence Toubiana nous a répondu « oui ». Avant de retrouver Madame Toubiana et Jennifer Gallet, votre animatrice de la soirée, je vais vous demander d'accueillir une personne qui défend la liberté d'expression et l'ouverture d'esprit, 2 principes inscrits dans l'ADN du Festival des idées Paris. Pour introduire ce premier soir du Festival des idées 2020, j'ai l'immense honneur et plaisir de vous demander d'accueillir Frédéric Mion, directeur de Sciences Po, membre fondateur de l'Alliance Sorbonne-Paris-Cité.
Un grand merci, cher Raphaël, cher Laurence, cher Jennifer Gallet. Bonsoir et bonsoir à toutes et à tous, chers amis qui nous suivez à distance. Comme on vous l'a dit, je m'appelle Frédéric Mion et comme Raphaël vous l'a précisé, je suis directeur de Sciences Po. Et je dois dire que je suis très honoré, très heureux de la proposition qui m'a été faite de dire quelques mots, très brefs, en ouverture de cette conférence qui marque le milieu, comme nous le rappelait Raphaël, de ce 5e Festival des idées Paris. Il se trouve que j'ai eu la chance d'assister à la genèse de ce Festival des idées Paris, et je peux donc affirmer qu'il procède d'une intuition lumineuse de Raphaël Kostembeck-Kamczynski, et que depuis le premier jour, il est porté avec une fougue, un enthousiasme, un talent sans pareil par Raphaël et par l'équipe qu'il a su constituer autour de lui. Ce festival a vu le jour au sein de ce qui s'appelait à l'époque la COMU, la communauté d'universités d'établissement Université Sorbonne Paris-Cité. La COMU s'est muée depuis en une alliance Sorbonne Paris-Cité qui regroupe les 6 établissements que mentionnait tout à l'heure Raphaël. Mais cette évolution institutionnelle n'a pas troublé la marche du festival. Et j'observe avec joie et avec gratitude que le festival ne s'est pas davantage laissé désarçonner par la pandémie que nous sommes en train de traverser, puisque après avoir choisi d'afficher fièrement un masque sanitaire en forme de bandeau sur les yeux d'Albert Einstein sur l'affiche du festival de cette année, eh bien, l'équipe organisatrice a choisi de maintenir cet événement par la magie du numérique, de nous rassembler par la magie du numérique. C'est de nouvelles normalités que le festival nous invite à débattre cette année. Et pour nous pencher sur cette question, c'est ce soir Laurence Toubiana qui a accepté de prêter sa science, son expérience, son talent à nos échanges. Ce choix très inspiré me réjouit à plus d'un titre. Il me réjouit d'abord parce que Laurence est une amie personnelle, mais peut-être plus encore parce que Laurence est une grande amie de Sciences Po. Elle est diplômée de cette maison, mais surtout pendant de nombreuses années, elle a déployé ses talents à Sciences Po comme professeure associée. Elle a créé à Sciences Po une chaire pionnière sur les questions de développement durable. Elle a créé à Sciences Po un master, aujourd'hui florissant, dédié à ces mêmes questions. Elle a aussi choisi Sciences Po comme institution à laquelle adosser l'Institut du développement durable et des relations internationales qu'elle avait fondé en 2001 avec Michel Colombier. L'idée pour moi n'est pas ce soir de retracer le très très riche parcours de Laurence dans toutes ses étapes. Le temps nous manquerait et sans doute l'exhaustivité serait-elle en tout état de cause impossible. Je dirais simplement combien j'ai pu être pour ma part, à distance mais avec beaucoup d'admiration, l'observateur de l'énergie extraordinaire, et j'allais le dire même de l'ingéniosité sans pareil, que Laurence a dû déployer comme coordinatrice et comme Sherpa pour la France de la COP 21 organisée à Paris, cette COP qui, en décembre 2015, a conduit à la conclusion des accords de Paris, dernier grand texte majeur regroupant l'ensemble des États de la planète autour de l'ambition de sauver la planète des effets du changement climatique. Ce texte majeur si attaqué depuis, mais qui demeure le texte fondateur qui fixe la marche et qui fixe la conduite des grands États du globe. L'histoire nous donne maints exemples de ces moments dans lesquels une société, un pays, la planète sont confrontés à des chocs endogènes ou exogènes qui nous imposent d'inventer de nouvelles normalités. Nous vivons ce soir un événement qui, à sa manière, est la marque de ce que nous sommes capables de nous adapter à des formes nouvelles de normalité, comme celle qui consiste à se parler non plus dans un amphithéâtre ou dans une salle, mais à distance les uns des autres par le truchement de nos écrans d'ordinateur. Mais la crise climatique que nous traversons et dont Laurence va nous entretenir est d'une telle magnitude qu'elle nous place face à une alternative radicale. Il faut inventer vite, très vite, une nouvelle normalité ou bien se résigner à périr. Voilà que la scène est dressée, les oratrices sont prêtes et donc sans plus attendre, je suis heureux de
laisser le micro à Jennifer Gallet. Bonne soirée à tous. Merci Frédéric et merci en effet à Laurence Toubiana de nous accorder de son temps pour parler de cette nouvelle normalité en effet dans laquelle nous sommes, qui est la normalité de vivre au temps du changement climatique et aussi d'être dans des sociétés qui doivent faire face à ce défi, cette menace du changement. Mais puisqu'on nous propose avec le Festival des idées de réfléchir à ce que tout cela peut donner, ce que l'on va devenir, on pourrait faire le rêve d'une société écologique et se dire comment parvenir à une telle société, que mettre en place. Et c'est dans ce cadre-là que je poserai des questions à Laurence Toubiana, mes questions, mais aussi bien sûr celles du public. Donc n'hésitez pas dès à présent à poser vos questions que nous regrouperons en fin de cette rencontre. Voilà. Laurence Toubiana, on ne vous présente plus. Vous avez été notre championne pour le climat lors de la COP21. Vous avez été absolument centrale dans l'architecture de l'accord de Paris. Vous êtes à la tête de la Fondation européenne pour le climat. Donc vous êtes vraiment, c'est vraiment une question que vous connaissez vraiment de façon très approfondie. Donc c'est de ça dont on va parler. Mais j'aurais une première question qui est liée à l'actualité, à notre actualité française. On a appris là il y a quelques jours que le Conseil d'État donnait 3 mois au gouvernement français pour nous dire ce qu'il faisait pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette décision? Eh bien, c'est une première dans la mesure où, parce que des associations se sont portées devant le Conseil d'État pour demander à l'État de respecter ses engagements en montrant les dommages que ce non-respect de ses engagements. Et il faut effectivement souligner que la France, pour l'instant, ne respecte pas les budgets carbone, c'est-à-dire la quantité d'émissions chaque année que le gouvernement lui-même a dessiné dans ce qu'on appelle la stratégie bas carbone, qui nous met en conformité avec notre engagement vis-à-vis des accords de Paris et vis-à-vis d'ailleurs de l'Union européenne. Eh bien, c'est très intéressant que le Conseil d'État, je crois que c'est la première fois effectivement que le Conseil d'État se réfère au problème du changement climatique pour demander à l'État de réviser sa politique. On verra ce qu'il en dit. Il dit effectivement, il considère que l'accord de Paris n'est pas contraignant dans sa décision, ce avec quoi j'aurais peut-être une divergence. Mais en tout cas, c'est la première fois que le Conseil d'État se saisit de ce sujet du changement climatique. Et c'est intéressant parce que jusqu'à présent, ça n'est pas la première fois que des associations essaient de traduire l'État en justice à propos de ce domaine. Et jusque-là, les tribunaux administratifs et le Conseil d'État, évidemment, au-dessus d'eux, a considéré qu'ils n'étaient pas compétents. Et c'est très intéressant parce que cela veut dire que l'accord de Paris rentre dans ce qui fait maintenant la jurisprudence du Conseil d'État, dont je m'en réjouis. On a commencé avec une bonne nouvelle, mais ce trajet-là qu'on va essayer de dessiner vers cette société écologique, il est semé d'embûches et j'aimerais qu'on revienne à une autre expérience très importante que vous avez conduite ces derniers temps autour de la Convention citoyenne pour le climat, puisque vous avez coprésidé le comité de gouvernance de cette initiative. Est-ce que vous pourriez nous rappeler de quoi il s'agit et nous dire en fait ce que ça traduit de l'implication de nos concitoyens face à cette donne de la menace climatique? Eh bien, cette convention citoyenne pour lutter contre le changement climatique a donc été installée par le président de la République, maintenant il y a 8 mois je crois, maintenant un peu plus, comme le temps passe, bien avant le déclenchement de la crise du Covid. L'idée essentielle était de demander à des citoyens tirés au sort, avec une formule tout à fait inédite en France, de se pencher sur cette question de la réduction des émissions de gaz à effet de serre françaises
les engagements que nous avons pris, de moins 40% d'émissions par rapport à 90 en 2030, et de proposer des solutions. Pourquoi cette décision du président de la République de lancer cette convention a été prise en particulier après le mouvement puissant de révolte sociale des Gilets jaunes qui ont envahi les rues de Paris pendant beaucoup de week-ends pour protester, vous en rappelez peut-être, contre la hausse des tarifs du carburant pour les automobiles. Et à l'époque, plusieurs, au fond, s'étaient interrogés sur l'opposition des citoyens aux politiques climatiques, puisque cette augmentation des tarifs liée à l'augmentation régulière de ce qu'on appelle la taxe carbone, donc un impôt additionnel pour essayer de faire changer les comportements, notamment en matière de mobilité, eh bien, cette opposition des citoyens dans la rue, enfin des gilets jaunes, avait été interprétée comme une opposition de la société française aux politiques environnementales. Et un certain nombre d'autres citoyens ont dit, mais vérifions, non, c'est probablement une opposition qui n'est pas réelle, c'est peut-être dans la manière de gérer les politiques environnementales que le problème se noue. Et donc, demandons aux citoyens ce qu'ils vont faire. Et le président de la République s'est donc prêté à l'exercice et a accepté de lancer cet exercice complètement inédit. Donc, 150 citoyens tirés au sort de toute la France, de tout niveau de diplôme, évidemment pour essayer de représenter une petite France, qui ont pendant plus de, je crois que ça fait 500 jours aujourd'hui que nous sommes attachés, parce qu'elle n'est pas finie, puisqu'il y a encore un dernier épisode après donc la réponse que le gouvernement est en train de formuler, notamment à travers un projet de loi qui va être examiné au début du mois de décembre, et les citoyens pourront sans doute au début de l'année prochaine répondre à cette réponse du gouvernement. Alors c'est inédit parce que c'était des citoyens non préparés sur une très longue durée, puisque finalement ça s'est étalé sur beaucoup de mois, beaucoup de travail, un investissement extraordinaire de gens qui n'y connaissaient rien, qui ont écouté des experts, qui se sont plongés dans des documents et qui ont montré exactement, peut-être, qui ont démenti un préjugé, c'est-à-dire le désintérêt des Français, des citoyens français pour la chose publique. Au contraire, et je n'en vois la démonstration que dans l'énergie que ces citoyens ont dépensée pendant les week-ends, pendant la semaine, pour se colter avec les difficultés et les complexités de la politique publique. Puisque ce qu'il y avait de passionnant dans cette expérience, c'était que ce n'était pas seulement demander une opinion aux citoyens, de les consulter sur un certain nombre de domaines, c'était leur demander d'aller jusqu'au bout, de se colter justement aux difficultés de ce que veut dire formuler une politique publique, en essayant d'en mesurer les difficultés, les obstacles, et d'aller loin. Et un certain nombre de mesures qui ont été proposées sont allées jusqu'à la formulation presque rédigée, soit de décrets, soit au contraire d'articles de projet de loi. Donc démenti flagrant, les citoyens français sont intéressés par la chose publique. Ils pensent que leur statut de citoyen est un vrai statut à développer. Et il me semble, la notion, ce qui peut être trivial et évident, mais au fond que nous ne pratiquons pas dans la démocratie française souvent, c'est le fait que lorsqu'il y a du temps, la réflexivité de ces citoyens, de la société française, elle est extraordinaire. Elle est capable de juger des contradictions, des problèmes de justice, des complexités. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces citoyens, ils ont accouché de 149 mesures, donc tout un programme de gouvernement concernant le changement climatique, en ayant à l'esprit qu'il valait mieux inciter que obliger, qu'il valait mieux éduquer que contraindre, et que c'était ça l'esprit en même temps de leur réflexion. Et par ailleurs, avec une réflexion générale très intéressante sur le fonctionnement de la société, nos modes de consommation et de production. Il y a une phrase qui m'a moi frappée à la fin et qui encadre largement ce texte en disant il faut qu'on se désintoxique d'un certain nombre de non-comportements, et notamment il faut qu'on se désintoxique de l'usage de la voiture privée. Et quand on regarde sans a priori la société française, qui d'entre nous, dans les gens qui sont spécialisés, dans les responsables politiques, dirait au fond les Français, ils sont prêts à se désintoxiquer de la voiture? Alors, c'est pas dans un sondage qu'on obtient cette réponse, c'est en accompagnant, en faisant réfléchir, en donnant les moyens et le temps de réfléchir aux citoyens.
Et il m'a semblé qu'il y a eu beaucoup de critiques. On y reviendra peut-être dans le débat sur cette convention, le manque, enfin, beaucoup de choses sur lesquelles j'aimerais revenir. Mais ce qui m'a paru très intéressant, c'est que au début, et peut-être je peux transmettre notre expérience, Thierry Pech et moi-même, qui présidions le comité de gouvernance de cet exercice, nous pensions un peu avec un peu de technocratie dans notre esprit, qu'au fond, si ces citoyens accouchaient de 10 ou 15 mesures solides, c'était bien, c'était réussi. Et au contraire, ils ont fait un vaste programme, très complet, parce qu'ils ont pensé que l'alimentation, ça a à voir avec aussi le changement climatique, comme les modes de transport, que la pauvreté énergétique, c'est aussi important que les changements technologiques. Et c'est cette vision systémique qui nous a paru au fond très raisonnable. Ça n'est pas avec 10 ou 12 mesures qu'on change les choses, c'est en ayant une vision complète qui va du début jusqu'à la fin du changement de la société. Et avec, encore une fois, pour terminer, une préoccupation très forte de justice sociale. Les efforts peuvent être consentis. Ils peuvent tous tout à fait être consentis à condition que ces efforts soient considérés comme justes, que l'effort soit réparti, qu'il n'y ait pas au fond de punition des pauvres ou de ceux qui n'ont pas les moyens finalement de changer de comportement, alors que ceux des plus riches peuvent le faire. Et cette préoccupation de la justice, qui évidemment a été très forte, notamment dans tout ce qui était l'approche sur ces questions de taxation, de taxe carbone, de fiscalité, c'était de dire oui à la fiscalité si, même accrue, si vraiment elle est juste. Et c'est ce sentiment de justice ou d'injustice qui a été extrêmement fort dans le travail de ces citoyens. Merci pour ces premiers éléments. Alors oui, on va revenir sur la question de la justice sociale en lien avec la justice climatique, puisqu'il faut vraiment essayer de penser les deux en même temps. Vous avez beaucoup parlé de la complexité et du fait de mettre les mains dans le cambouis en fait de la chose publique, de la politique, disons-le, voilà, des citoyens qui sont impliqués, qui sont ambitieux, alors et des citoyens qui aussi à l'heure actuelle doivent plutôt être déçus, contrariés de voir que bah voilà, ce programme très ambitieux de la Convention, il n'est pas tout à fait entendu par le gouvernement. On a vu là ces derniers jours que une des figures de proue voilà, du nouveau récit autour du changement climatique, Cyril Dion, avait lancé une pétition pour dire il faut vraiment qu'on puisse se faire entendre et que nos décisions soient prises en compte. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui critiquent et qui disent oh là là, tout ça pour ça, cette convention, elle accouche, c'est la montagne qui accouche d'une souris, regardez, on peut vraiment rien faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, d'abord, je trouve que ce qu'il y a d'amusant, c'est qu'on a beaucoup dit ça va accoucher d'une souris et finalement, j'ai plutôt l'impression que au fond, certains ont eu peur de la montagne dont la souris a accouché. C'est-à-dire que, c'est tellement gros, c'est tellement grand, il y a tellement de choses à regarder. Le projet de loi, il est extrêmement complexe. Les fonctionnaires du ministère de la Transition écologique s'arrachent les cheveux devant le nombre de choses qu'il faut qu'ils traitent. La souris a accouché vraiment d'une montagne. Et la montagne, elle touche l'agriculture. C'est très intéressant parce qu'elle touche tous les domaines. L'artificialisation des sols, par exemple. Les citoyens se sont plongés dans les plans d'urbanisme pour pouvoir savoir comment est-ce qu'on allait arrêter cette artificialisation qui est tragique en France. On réduit les terres agricoles de plus en plus et aussi les forêts. Enfin, ils se sont dit mais comment est-ce qu'on arrête? Donc ils ont regardé le code minier, ils ont regardé les plans locaux d'urbanisme, ils ont fait des propositions. Bon, pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup de réponses, il faut peut-être attendre de toute façon ce projet de loi. Mais ce qui me paraît finalement, qui m'a le plus choqué, moi, les réponses du gouvernement ne sont pas finies. Il faut attendre ce projet de loi. Je crois que le président de la République va recevoir les citoyens en décembre, très bien. Et il faudra juger sur pièce. C'est d'ailleurs l'objet de la 8e et dernière session de la Convention citoyenne, qui aura tous les éléments du projet de loi de finances pour 2021 à ce projet de loi, le plan de relance, ils auront tous les éléments ainsi que les décrets qui auront été pris. Mais ce qui m'a paru frappant et au fond un peu paradoxal,
c'est les types de critiques qui ont été formulées à l'encontre de ces citoyens. La question liberticide, le fameux droit de l'homme à rouler à 130 km plutôt qu'à 110 ou à 120. L'idée qu'ils étaient contre la liberté, qu'ils étaient manipulés, qui était quand même une grande insulte à leur intelligence et à leur sens des responsabilités. L'idée que, en fait, c'est trop tôt, il faut attendre, et beaucoup, malheureusement, hein, c'est probable, une série de mesures vont être décalées dans le temps. Et il y a quelque chose de contradictoire, de paradoxal avec le diagnostic tous les jours que font les scientifiques sous tous les tons, le mur du temps, hein, on est en train vraiment d'avoir une course contre la montre qu'on est en train de perdre pour l'instant, et qu'en même temps, on ne considère pas avec le respect nécessaire l'effort de citoyens qui venaient de partout, qui se sont attaqués au sujet et qui disent « il n'est plus temps d'attendre ». Et je trouve qu'il y a une contradiction forte entre, au fond, des responsables politiques qui souvent pensent que la société n'est pas prête, et devant cette expression des citoyens qui disent « oui, on est prêt, mais à cette condition, par exemple, que si on peut rénover les bâtiments et les maisons, il faut évidemment que les ménages les plus pauvres puisqu'ils ne pourront pas financer cette rénovation, il faut qu'ils soient aidés, mais vraiment aidés. Et on sait toute la complexité de ce dossier. Donc, moi, j'ai trouvé que, au contraire, la production de cette convention citoyenne est considérable. Elle a d'ailleurs été reconnue dans le monde entier. Hein, aux États-Unis, il y a eu très longs articles, notamment dans le New Yorker, encore une fois aujourd'hui dans le Guardian. On reconnaît l'exercice français comme complètement innovant et les propositions de cette convention citoyenne comme complètement importantes et innovantes. Et lorsque il y a eu évidemment beaucoup de sondages que les uns et les autres ont fait juste après la session 7, la session où les citoyens ont fait leurs propositions. Et quand on regarde le résultat des sondages, encore une fois, il y a eu de multiples instituts qui se sont penchés sur le sujet. On voit que les principales propositions de la Convention citoyenne, comme la réduction des engrais azotés de synthèse, 90% des Français sont pour. La taxation des dividendes pour financer la transition écologique, 83% des Français. L'investissement massif dans le train. Les Français adorent le train. Les responsables politiques devraient regarder l'affection pour le train des Français, 80%. L'interdiction de la publicité pour les produits trop polluants, 80%. Interdiction des nouvelles zones commerciales, 78%, etc. Et la révision de la Constitution pour inscrire à l'article 1 l'obligation pour la France de lutter contre le changement climatique, ce fameux crochet que tout le monde attend hein, pour pouvoir vraiment inscrire la lutte contre le changement climatique dans le droit, 78%. Donc, on a une société française, et c'est vrai d'ailleurs pour toutes les conventions citoyennes qui ont été faites ailleurs. Je pense à l'Irlande, notamment sur le mariage homosexuel ou bien l'avortement, ou le changement climatique d'ailleurs. Ce que des citoyens en situation de responsabilité et de temps expriment, ça reflète très profondément là où est la société. Et donc, je trouve qu'on devrait traiter mieux ces citoyens, leur montrer plus de respect. J'ai trouvé que des formulations ça pouvait être de députés, d'experts ou d'autres, étaient très légères par rapport à l'effort qui avait été fourni et surtout le sérieux. Et je crois que, bon, je voudrais faire quelque chose qui me paraît évident, la défiance des citoyens vis-à-vis des institutions publiques, des responsables politiques, on le sait, hein, plus de 70% aujourd'hui, elle est, je crois, le juste miroir de la défiance des responsables politiques vis-à-vis des citoyens, ou des élites plus généralement. Je crois que prendre au sérieux les citoyens et en vraiment montrant que cette société, elle est capable de réfléchir, à condition d'avoir les informations, d'avoir le temps de réfléchir et d'être non pas consultée, mais d'être aussi partie prenante dans des processus de codécision, et bien là, on restitue, on remet en branle le processus de confiance qui aujourd'hui nous manque entre les institutions, les représentants du peuple et ce peuple. Donc je crois qu'il faut prendre pas du tout ça à la légère, il faut réussir l'exercice jusqu'au bout, et je suis sûre que le président de la République y tient, parce que c'est un test très important pour notre démocratie. Si on veut restituer cette confiance, il faut la construire et il ne faut pas la trahir à chaque fois. Donc je crois qu'il ne faut pas prendre à la légère ces propositions de la Convention citoyenne.
espérons que ce soit entendu. Je voulais qu'on revienne sur cette histoire de contrainte. Vous avez souligné dans vos premiers propos que la décision du Conseil d'État mentionnait le fait que l'accord de Paris n'était pas contraignant. C'est-à-dire, il faut comprendre que l'accord de Paris, on se fixe des ambitions pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre, mais que on n'est pas vraiment obligé de le faire, on est tenu de le faire parce qu'il y a une urgence climatique. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur cette histoire de contrainte qui est quand même fondamentale? Et puis aussi, 5 ans après, puisque l'accord de Paris, c'était aussi il y a 5 ans. 5 ans après cet accord, où est-ce qu'on en est? Puisqu'il y a une COP26 qui a été décalée d'1 an à cause du Covid, à l'heure où quand même les États-Unis reviennent dans l'accord, comme ça a été annoncé. Donc ça, c'est plutôt aussi une bonne nouvelle. Mais voilà, nous expliquer un petit peu cette notion de la contrainte et aussi du parcours de l'accord de Paris. Tout d'abord sur la contrainte et qu'est-ce que c'est au fond un accord international. On n'a pas de gouvernement mondial, c'est probablement une bonne chose pour l'instant. On ne verrait pas très bien comment on assurait la responsabilité et la surveillance. Mais au fond, lorsque le droit international est efficace, c'est lorsqu'il est traduit dans les législations nationales. Hein. Un peu au fond, comme nous avons du droit européen qui n'est efficace en pratique pour l'essentiel de ce droit que lorsqu'il est traduit dans les juridictions nationales. L'accord de Paris, c'est exactement ça. Il est d'abord, il est contraignant de fait. Il est contraignant pour un certain nombre de ses dispositions. Les pays sont obligés de présenter des plans climat tous les 5 ans. Et ils sont obligés de les revoir tous les 5 ans en accroissant la progressivité de leurs efforts. Ils sont obligés d'être transparents et de donner des informations sur ce qu'ils font. Ils sont obligés d'assurer un certain nombre de régulations financières pour que les flux financiers aujourd'hui et demain passent du financement des énergies fossiles à la transition et à l'économie verte. Il y a donc un certain nombre de choses que les pays soient obligés de faire en matière de déclaration de leurs intentions, de leurs révisions, et toujours en se confrontant aux objectifs globaux auxquels ils se sont accordés, c'est-à-dire maintenir les températures très en dessous de 2 degrés, si possible 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle, et surtout d'arriver, parce que c'est ça la traduction concrète, à avoir leurs émissions qui vont vers zéro net, parce qu'il y a évidemment un certain nombre d'émissions de gaz à effet de serre qui sont absorbées par la nature vers le milieu du siècle. Alors, à l'époque, et sûrement au moment où les pays ont signé cet accord, ils ont compris les mécanismes de révision, ils ont compris la nécessité de présenter des plans, mais ils n'ont pas forcément complètement compris qu'est-ce que ça voulait dire d'arriver, au fond, dans très peu de temps, 2050 ou 2060, à des émissions de net zéro. Ce que je constate, alors, c'est ça qui est contraignant. Et qu'est-ce qui était contraignant? C'est que, bien sûr, et d'ailleurs, depuis 5 ans, chaque pays, la plupart des pays, c'est pas encore complètement terminé, ont traduit dans leur droit des lois climat. Nous en avons une en France, bien sûr. Il y en a dans tous les pays européens ont aujourd'hui une loi climat ou l'ont approuvée il y a peu de temps. Et c'est vrai dans une très grande partie des pays. À l'exception des États-Unis pour une autre raison sur laquelle on peut revenir un peu plus tard. Alors ça, c'est ce qu'est le cadre. Et qu'est-ce que ça voulait faire l'accord de Paris? Changer les anticipations. Parce que comme on n'a pas de bras armés, personne ne va envahir la France ou la Chine parce que la France ou la Chine ne respectent pas l'accord de Paris. Mais en revanche, il y a changer la vision de ce qu'est l'avenir. Et la vision de ce qu'est l'avenir, c'est une vision essentiellement économique. L'accord de Paris, c'est d'abord un accord économique, même avant d'être un accord environnemental. Et j'en veux pour preuve qu'aujourd'hui, ces objectifs de aller à des émissions net zéro en 2050 ou autour de cette date-là, c'est devenu la référence pour un très grand nombre d'acteurs. J'ai appelé ça un régime complexe, comme beaucoup de mes collègues d'études des relations internationales. C'est que ça n'est pas un gouvernement seulement, c'est les entreprises, c'est les autorités locales, les maires de ville. On l'a vu aux États-Unis lorsque Trump a décidé de sortir de l'accord de Paris.
c'est aussi les investisseurs, les fonds de pension, les banques. Tous aujourd'hui, et on va le voir dans cette année, à la fin au moment de l'anniversaire de l'accord de Paris, le 12 décembre, mais plus encore au moment de la conférence des parties à Glasgow l'année prochaine, cette référence de « il faut que nous déposions, comme l'accord de Paris nous le demande, des plans pour aller à zéro émission nette en 2050, en décrivant ce que nous faisons dans les 5 et dans les 10 prochaines années », c'est en ça que l'accord de Paris s'applique. J'en veux pour preuve aujourd'hui, et ça a été évidemment les grandes nouvelles après les annonces européennes l'Europe a évidemment tenu le gouvernail pendant toute cette période de grande instabilité de la diplomatie climatique liée évidemment aux actions du président Trump. C'est outre l'engagement européen très fort au cœur de la crise sanitaire elle-même et au début de la crise économique, de dire c'est avec le Green Deal, le pacte vert, que on va sortir l'économie européenne de sa crise, et on va le faire en réduisant très fortement nos émissions, en arrivant à ce net zéro en 2050. Et ce qu'il y a eu d'extraordinaire, ce qui n'est pas un hasard évidemment, c'est l'annonce de la Chine au mois de septembre de dire qu'elle allait faire la même chose. Et lorsque je discute avec mes collègues chinois, encore ce matin, l'idée que la Chine aujourd'hui, elle défend l'idée que on n'est plus à se dire les pays en développement doivent se développer comme avant, ce qui était la rhétorique, la narration chinoise depuis vraiment beaucoup d'années. Maintenant, la Chine dit il faut qu'on fasse la transition vers l'économie zéro carbone. Voilà, on a changé, je dirais que déjà la première réussite de l'accord de Paris, c'est d'avoir changé les anticipations. On travaillerait dans le domaine de l'économie financière, on voudrait même pas un meilleur résultat. On sait que aujourd'hui, c'est ça l'anticipation pour la fin de la voiture du moteur à explosion, pour la fin des énergies à base fossile. On est en train de vivre une révolution industrielle de la même nature que la deuxième révolution industrielle, aussi transversale, aussi importante, qui va aller justement vers la fin du moteur à explosion, qui a quand même été l'invention du 19e et du 20e siècle, la fin du charbon. Et tout ça, c'est évidemment la manière dont l'accord de Paris a changé les anticipations sur ce que l'économie mondiale devait devenir, allait devenir. Et cet effet de domino positif, dont je dirais le dernier obstacle, c'est évidemment l'opposition américaine, qui vient de sauter avec la très bonne nouvelle de l'élection de Joe Biden et de la rentrée dès le mois de janvier des États-Unis dans l'accord de Paris. Je voudrais qu'on revienne, alors le temps file et il faudra aussi qu'on prenne un peu de temps pour les questions de la salle, mais je voudrais qu'on revienne sur un point important qui est cette idée de liaison entre la justice climatique et la justice sociale. Vous nous avez rappelé que la Convention citoyenne pour le climat, elle émergeait après cette crise sociale qu'on a vécue en 2018 avec le mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que vous pourriez nous dire comment vous imaginez une telle liaison, c'est-à-dire comment concrètement, dans un pays comme la France, on peut faire pour qu'il y ait cette transformation nécessaire de notre économie, de notre société vers cette société écologique sans léser les plus vulnérables? Comment on fait? Je crois c'est une question centrale. La lutte contre le changement climatique, elle a largement été discutée, débattue. C'est la valeur d'ailleurs de la Convention citoyenne. Jusque-là, entre experts, acteurs économiques, responsables politiques, et au fond avec une vision peut-être qui a manqué de complexité sur la manière de lutter contre ce problème et de transformer notre économie très profondément, puisque si on va vers une économie zéro carbone, il y a tout qui change, nos modes d'alimentation très, très certainement, la manière dont on utilise les ressources naturelles et évidemment en particulier les énergies fossiles. Mais je crois que c'est cette pensée de la complexité qu'il faut avoir. On a trop longtemps pensé qu'on pouvait juste agir sur un élément. Probablement, c'est lié aux théories de la croissance économique, à la théorie économique d'ailleurs dans son ensemble. Et il se trouve que les études l'ont montré, malheureusement,
une bonne partie des politiques environnementales ont des effets régressifs, très largement parce qu'on agit sur les prix. Mais si on agit sur les prix sans compensation, on génère évidemment des effets régressifs du point de vue des revenus et du reste à vivre des citoyens qui sont donc touchés par ces effets de prix. Et puis, il y a la question de l'accès à la consommation de biens qui sont bons pour l'environnement. Par exemple, l'alimentation d'origine biologique. L'agriculture biologique, les produits alimentaires sont aujourd'hui plus chers. Et donc, une alimentation de santé, elle est plus coûteuse qu'une alimentation de moins bonne qualité. Les véhicules propres, ils sont plus chers aujourd'hui, etc., etc. Et donc, il faut qu'on pense la complexité en montrant à la fois, je crois, et c'est vrai à la fois sur la question des secteurs qu'il faut faire changer, et donc des transitions professionnelles et industrielles, comme on l'a fait dans le passé, parfois justement avec certainement pas assez de mesures de compensation ou d'accompagnement. On peut penser à la grande crise de la sidérurgie française ou à la fin du charbon en France. Il y a encore des régions françaises dont on voit l'impact encore de ces transitions. Donc il y a des transitions territoriales et où là la justice c'est de se demander comment est-ce qu'on va accompagner et précéder d'ailleurs la transition professionnelle et des activités. Je pense d'ailleurs à ce que fait de façon tout à fait extraordinaire le gouvernement espagnol aujourd'hui qui négocie la transition et les changements d'activité avant même de fermer les centrales à charbon et les mines de charbon. Je crois que, et ça doit se faire maintenant dans beaucoup de pays, c'est la question allemande, c'est la question polonaise dans ce domaine. Donc déjà anticiper et donc d'avoir une approche de moyen et de long terme de la politique publique et aussi une approche de la complexité parce que des territoires, c'est pas juste des revenus et une maximisation ou une minimisation des effets économiques, c'est aussi un accompagnement social des activités, de l'occupation du territoire, de l'urbanisme. Et puis, il y a évidemment le fait que, en pratique, les dégradations environnementales, elles touchent surtout les plus pauvres. Alors, et de surcroît, et malheureusement, c'est quand même les plus riches qui polluent le plus. Hein. 1% des plus riches de la planète sont responsables de 2 fois plus d'émissions de CO2 que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Et le ratio se retrouve certes atténué puisqu'on a quand même des politiques de redistribution en France heureusement très importantes. Évidemment, c'est moins le cas. Et donc, la justice sociale, il me semble que c'est justement penser cette complexité dans l'accompagnement des transitions professionnelles, dans l'accompagnement économique. Les acteurs de la solidarité, les fondations de l'Abbé Pierre, depuis des années disent il faut que la rénovation des bâtiments en aille d'abord vers les maisons, les logements des ménages les plus pauvres et eux ne peuvent pas payer. Donc avoir un confort en matière et une bonne santé, des logements décents, ça c'est un effort de la collectivité. Et ça veut dire que si on met des tarifs aujourd'hui plus élevés sur le prix du gaz ou le prix du fioul pour inciter tous les ménages à changer leur forme de chauffage par exemple, il faut bien voir que les ménages les plus pauvres ne pourront pas, eux, avoir cet effort additionnel. Donc simplement, ils se chaufferont moins et ils auront froid. Donc il faut que vraiment l'aspect, les ménages les plus pauvres, et toutes les théories de la justice sociale le montrent, quoi qu'on en pense, quoi qu'on pense des inégalités, il faut d'abord se demander qu'est-ce qu'on fait pour les plus désavantagés. Donc ça, c'est le deuxième aspect, c'est vraiment toucher les ménages, les foyers, les personnes. Il y a quand même 14% des ménages français qui sont en situation de précarité énergétique en France. C'est beaucoup. C'est presque 4 millions de foyers. C'est beaucoup de gens qui ne peuvent pas se chauffer normalement. Donc, et en troisième, je dirais que comprendre que lorsque, par exemple, on s'indigne des limitations de la circulation automobile en ville, on ne se rend pas compte que la pollution de l'air, c'est le coût social, qui est d'ailleurs un très grand coût de santé publique, on le souhaite, comme l'a été le tabac. Eh bien, ce coût social, il est porté par les quartiers les plus défavorisés. C'est vrai dans la banlieue parisienne, mais c'est vrai dans toutes les villes de France et dans toutes les villes européennes. Les quartiers les plus pauvres sont les quartiers les plus pollués. Donc il y a vraiment, dans cette opposition éventuelle entre environnement et justice sociale, juste c'est faux. C'est une rhétorique qui sert certainement
bon, les gens qui n'ont pas envie de beaucoup bouger, mais qui en fait est une injustice qui est aujourd'hui pratiquée et infligée tous les jours. Donc vraiment, la justice sociale, elle devrait commencer par faire des bonnes politiques environnementales. Bon, on l'a vu, hein, c'est les quartiers les plus pollués dans le nord de l'Italie, mais même en France, dans la Seine-Saint-Denis, qui ont été les plus touchés par le Covid parce qu'il se trouve qu'une mauvaise santé pulmonaire liée à la pollution de l'air, eh bien, ça rendait évidemment plus fragile vis-à-vis de la pandémie. Et ça n'est que le début, puisque on est quand même en risque aujourd'hui de faire face à des pandémies de plus en plus importantes et nombreuses. Donc l'environnement, c'est une question de sécurité pour les plus pauvres. Merci. Je vous propose de prendre les questions de notre salle virtuelle, puisque nous sommes tous ensemble, malgré les conditions du Covid, avec une première question qui rejoint aussi quelque chose que vous avez évoqué, mais quelqu'un demande, un véritable changement de paradigme économique est-il envisageable à court terme, par exemple en sortant du modèle de la croissance et en utilisant d'autres indicateurs que le PIB. En gros, on sait qu'il y a une urgence climatique et il faut qu'on réforme, qu'on change nos systèmes sociaux et économiques en profondeur. Mais tout ça, c'est très lourd à bouger. Donc voilà, est-ce que c'est possible en fait d'aller aussi vite? Finalement, même si je regarde ce qui se passe, et évidemment il y a de quoi être inquiet à bien des titres, hein, puisque surtout nous manquons de temps. En fait, le problème, c'est que nous agissons très tard et que donc on doit forcer des évolutions qui, normalement, pourraient se faire, mais ça s'étalerait très longtemps dans le temps. Quand je disais aller à émission zéro ou net zéro 2050, on est en 2020, c'est dans 30 ans, c'est extraordinairement rapide. Donc, qu'est-ce que je pense sur le changement de modèle économique ? Là aussi, je crois qu'il faut qu'on pense la complexité. Ceux qui disent il faut qu'on continue la croissance comme elle est parce que d'abord c'est celle qui arrive, c'est celle qui marche, et on verra, on traitera les questions d'environnement après. Bon, ceux-là, je trouve, sont très irréalistes parce que justement les limites naturelles, la raréfaction des ressources, les extractions trop grandes que nous avons fait sur les ressources naturelles et la pression trop grande. On le voit sur la pollution chimique, la couche d'ozone, l'acidification des océans. On atteint ce qu'on appelle les limites de la planète, on les dépasse aujourd'hui. Et donc on est en train de générer un déséquilibre qui est évidemment très profond. Alors, est-ce qu'il faut changer nos indicateurs de croissance? Sans doute, puisque aujourd'hui, et là, il y a évidemment beaucoup de travaux qui ont montré qu'on pouvait en trouver d'autres, mais qu'en même temps, celui-là, il est aujourd'hui le seul qu'on connaît pour calculer les budgets publics, le taux d'imposition et pour avoir au fond un pilotage de l'économie. Alors, il y a des pays, mais très peu, hein, mais certains pays qui commencent, je pense aux Pays-Bas qui sont en train de l'installer par exemple, qui commencent à utiliser les autres indicateurs que beaucoup d'économistes comme Joe Stiglitz, Nicolas Stern, enfin il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont produit dans les 10 ou 15 dernières années beaucoup de propositions pour mesurer le bien-être par rapport à ce qu'on mesure classiquement dans le produit national brut et par rapport auquel on mesure la croissance. Et donc croissance de certains biens, la croissance de certains biens, de certains éléments du bien-être n'est pas comptabilisée aujourd'hui dans nos mesures monétaires. Donc, première chose, certainement, changer des indicateurs parce que, très largement, je crois qu'on sous-évalue dans la manière dont on étudie l'économie, dont on l'appréhende, tous ces biens qui ne sont pas monétarisés ou qui sont mal monétarisés. L'exemple de la santé publique en est un extraordinairement clair et patent. Une mauvaise alimentation génère, on le sait, toutes les maladies chroniques et tous les types de maladies aussi, qui sont aujourd'hui très coûteuses pour l'économie nationale. On fait, je crois, aujourd'hui plus le lien entre le développement de certains cancers, de beaucoup de cancers, et cette exposition prolongée à de la pollution chimique. Donc, on le voit, on est en train de ne pas intégrer dans l'économie les coûts réels de l'activité économique, et notamment ce qu'on appelle les externalités négatives. Donc, je pense que
le débat aujourd'hui, il est complètement rhétorique, il est fait là pour bloquer les choses, au lieu de penser cette complexité, et je dirais d'amener cette transition à tous les niveaux. On ne peut pas juste avoir une vision centralisée de ce changement. Il faut qu'on le conduise, ce changement, à partir aussi de tous les bouts de la société. Et on arrivera, comme ça s'est d'ailleurs passé dans le passé, les révolutions sociales, technologiques, elles n'ont jamais été décidées simplement par en haut. Elles ont été aussi le produit d'une dynamique sociale et économique. Et je pense que c'est ça qu'il faut arriver à faire. Il faut penser cette complexité, assurer la transition en partant, je ne sais pas, de la région de Nord-Pas-de-Calais ou de Lille, comme en ayant une vision française et une vision internationale et européenne. Et c'est aujourd'hui, qu'est-ce que je vois moi en Europe aujourd'hui? Le fait qu'on peut tout à fait fonder, on est en train de pouvoir fonder un nouveau contrat social européen à partir de ce qu'on appelle le pacte vert, à condition que chaque pays s'en saisisse, que chaque municipalité s'en saisisse, que chacun se dise mais qu'est-ce que c'est ce contrat social? Qu'est-ce que c'est qu'on veut comme consommation? Quel tri on fait entre ce dont on a vraiment besoin, ce dont on a envie, la quantité de nature, d'air pur qu'on veut, la quantité de relations sociales qu'on veut par rapport à la consommation de biens matériels. C'est un choix que tout le monde doit faire, mais c'est un choix qui doit être ouvert à débat. Et il ne peut pas se faire juste au plan national, il ne peut pas se faire juste au plan européen ou international. Il faut donc qu'on l'inscrive dans la société. Poliani a dit un jour dans son grand ouvrage La Grande Transformation, il faut encastrer l'économie dans la société. Et je crois qu'il faut encastrer l'économie dans la société, justement dans cette nouvelle vision de la société, qui elle-même est encastrée dans la biosphère, comme l'a dit Dominique Méda très bien dans un article récent. Je crois que c'est cette révolution intellectuelle qu'il faut faire, mais c'est une révolution politique aussi, parce que c'est aussi mettre les citoyens en situation d'acteurs, les mettre en situation de décideurs et de ce qu'on appelle agency en anglais, leur donner le pouvoir d'agir et de changer les choses. La capacité. Alors, il y a une autre question, la capacité. Il y a une autre question qui va dans ce sens-là et qui nous demande, dans l'idée d'agir, quels moyens d'action en dehors des contraintes réglementaires et législatives ou des avantages, par exemple des avantages fiscaux, voilà, pour faire avancer les choses. On pense à toutes ces mobilisations gigantesques, ces manifestations, ce mouvement des Youth for Climate, et voilà, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Je pense que moi je suis optimiste parce que je pense, de toute façon il n'y a pas le choix, on est embarqué là, c'est vraiment le pari de Pascal, on n'a pas le choix. Donc on n'a pas le choix. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on joue avec tout ce qu'on a. La mobilisation des citoyens, elle me paraît essentielle. Rien ne pourra se faire sans elle. Et les jeunes dans la rue l'ont démontré. C'est le mouvement Friday for Future qui a fait changer la chancelière allemande dans sa politique énergétique. C'est elle qui l'a fait. C'est cette manifestation, ces manifestations qui l'ont fait changer. Donc, il y a la mobilisation des citoyens, il y a la demande des citoyens, et c'est pour ça que la question par laquelle vous débutiez cet entretien tout à l'heure est intéressante, parce que c'est aussi la demande des citoyens de rendre l'État responsable de ce qu'il fait. Donc la justice, c'est important. Les démonstrations, c'est important. Les innovations sociales, c'est important. Lorsque des agriculteurs et des citoyens se regroupent pour bloquer justement l'artificialisation des terres, garder des agriculteurs sur leur exploitation et les aider, juste aider ces agriculteurs à passer à une agriculture qui soit respectueuse de l'environnement et des sols, ça c'est des innovations sociales, c'est l'économie sociale et solidaire, mais c'est aussi les grands changements technologiques qui sont en train d'arriver, dont on a besoin. On a besoin de supprimer les moteurs à essence. Donc il faut aussi une révolution technologique. Et c'est avec tous ces bouts, le changement technologique, le changement social, les choix profonds de ce qu'on veut comme société, mais aussi l'information scientifique de tous, parce qu'on a besoin de saisir ces informations. On a besoin de comprendre qu'est-ce que c'est ces limites de la planète. Ça ne peut pas être réservé à nos responsables politiques. Et d'ailleurs, un jour s'en souviennent et le lendemain l'oublient parce que c'est angoissant, tout simplement, parce que c'est une trop grande complexité. Donc penser cette complexité, c'est ça la nouvelle normalité. J'en suis persuadée, on ne peut pas la penser simplement. Et il faut qu'on apprenne à vivre dans cette complexité.
Alors, il y a une autre question qui est intéressante parce que qui lie notre situation actuelle avec le combat qu'on doit mener contre ces changements environnementaux. Voilà cette question qui nous demande: la pandémie démontre à quel point la population est capable de grands changements comportementaux. Ne pouvons-nous pas accélérer la diffusion des comportements écologiques? On voit donc en effet que les gens, ils sont capables de moins consommer, de consommer différemment, de mettre un masque, de rester tranquillement chez eux, d'essayer de trouver des solutions. Voilà, c'est ce que vous disiez, on est prêt. Comment faire pour, encore une fois, que ça se diffuse plus rapidement? Comme je crois pas, et d'ailleurs on le voit, hein, les contraintes imposées par le haut, quand elles sont, à un moment où elles sont pas comprises, il y a heureusement d'ailleurs une révolte saine, hein, de dire pourquoi est-ce qu'on nous impose ces contraintes si on les comprend pas. Donc on voit bien que le changement d'attitude, de comportement, il vient bien sûr de l'information, aussi de la narration collective que un gouvernement, des députés, des institutions, des syndicats, enfin toutes nos institutions collectives peuvent proposer. Mais c'est aussi l'appropriation du problème et des moyens d'y répondre par chacun. Et on a fait faire une étude et un sondage juste après la sortie du premier confinement par un groupe de travail qui s'appelle Destin commun et qui étudie de façon fine la société, les différentes sociétés européennes. Et il y a une question après justement ce premier confinement dont les réponses m'ont frappée. Presque 70% des Français disaient on voudrait un grand changement. On ne veut pas que ça recommence comme avant, après la crise du Covid. Et en même temps, il y a seulement moins de 30% d'entre eux qui pensaient que ça allait se passer. Et c'est là, je trouve, peut-être le drame, c'est qu'à la fois, il y a un grand besoin de changement et d'un autre côté, l'impression, le poids du passé, des structures, de l'impossibilité de ce changement parce que, au fond, on ne croit pas que c'est possible. Il faut que nous, tous collectivement, que nous pensions que ce changement est possible. Sinon, on ne le fait pas. Et donc, c'est à la fois, je crois, aux responsables à qui on a délégué notre souveraineté de peuple, de citoyens, de montrer qu'il y a des solutions et de les élaborer. Donc, parce qu'il faut les moyens. Si chacun veut réduire ses émissions à gaz à effet de serre, des études l'ont montré, même en étant très, 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 très sérieux et presque héroïque, on ne peut pas diminuer de beaucoup plus que 20 ou 25% nos émissions. Donc, c'est bien des problèmes collectifs. C'est l'accès au transport public, justement le fait que les voitures électriques deviennent moins chères, c'est effectivement bien gérer le travail à distance et beaucoup de choses comme ça, peut-être réduire progressivement aussi le temps de travail au fur et à mesure que quand même l'intelligence artificielle elle est en train de remplacer des travaux. Et donc il y a à la fois les conditions du changement et je dirais une conversation collective et au fond on prépare beaucoup d'échéances électorales l'année prochaine avec les élections régionales peut-être, en tout cas les élections présidentielles plus tard et les élections législatives. Donc il faut qu'on ait cette conversation sur le grand changement et qu'on n'en ait pas peur. Et ça va prendre plein de formes différentes. Ça ne sera pas, comme je ne crois pas à la révolution du jour au lendemain, mais je crois que cette volonté du changement, il faut que tout le monde la reconnaisse et s'en réjouisse. C'est formidable que 65%, presque 70% des Français disent on a envie d'un grand changement. Moi, je trouve que c'est profondément optimiste comme vision de la société française. Bon, on s'achemine vers la fin de notre entretien et c'est bien de pouvoir s'acheminer vers des choses qui donnent du courage. Il y a une toute dernière question voilà, qui vous permettra certainement aussi de conclure parce qu'il faut qu'on rende l'antenne. C'est sur des projets de convention citoyenne pour le climat ailleurs en Europe. Est-ce que vous savez si ce type de projet va pouvoir voilà, essaimer ailleurs en Europe? Et puis je vous laisserai conclure. Voilà, ça a déjà commencé. L'Espagne prépare la sienne.
L'Allemagne prépare la sienne, il y a des projets en Pologne, il y en a eu une qui s'est déroulée au Royaume-Uni il n'y a pas très longtemps. Donc c'est un mouvement qui a vraiment démarré. Il se trouve que ma fondation, qui est évidemment très intéressée par ces évolutions, nous avons créé un réseau européen pour développer ces expériences, échanger l'expérience. Donc oui, je crois que toutes les démocraties aujourd'hui s'interrogent sur justement conduire ce changement social, conduire ce changement économique vis-à-vis justement de les nouvelles contraintes dans lesquelles nous nous développons aujourd'hui. Et je crois profondément que c'est en renouvelant l'exercice démocratique, en donnant ces capacités d'action et de décision et de réflexion aux citoyens, qu'on va pouvoir conduire ces changements qui ne seront pas dans la violence, qui seront justement dans la complexité, mais aussi dans un grand mouvement d'innovation. Donc, moi, je pense que, vis-à-vis de beaucoup d'autres choses, mais c'est activité des citoyens, quel que soit leur âge, je crois que c'est comme cela qu'on va arriver vers ces changements dont on a besoin, pour qu'ils ne soient pas imposés de façon autoritaire, mais qu'ils soient générés par la dynamique sociale elle-même. Merci Laurence Toubiana de nous avoir répondu sur toutes ces questions. Je vois que nous avons dépassé un tout petit peu les 20 heures, donc je vais rendre la parole à Raphaël. Merci encore et bonne soirée à tous et bon festival des idées, puisque ça continue encore tout ce samedi. Merci à Laurence Toubiana, merci Jennifer Gallet et merci bien entendu à Frédéric Mion. Nous nous retrouvons dès demain, 10h, pour la suite du Festival des idées Paris 2020. Merci, cher public, pour votre participation et bonne soirée.